Bienvenue dans Hyperpass, le podcast qui dévoile les stratégies de croissance des entrepreneurs les plus inspirants de la formation professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin, le fondateur de Anglify. Salut Kevin, comment ça va? Salut Thomas, ça va très bien, bonne année. Bonne année. Écoute, merci beaucoup d'être présent sur ce podcast. C'est un plaisir que de te recevoir. Pour commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour notre audience? Yes, bien sûr, ben, moi je m'appelle Kevin Alec, je viens d'avoir 35 ans, je suis le fondateur d'Anglify qui est un organisme de formation d'anglais. Euh, c'est euh, c'est une société que j'ai créée il y a à peu près une dizaine d'années quand j'étais étudiant et qui aujourd'hui représente mon activité principale. Ok, ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Anglify? Donc, c'est un organisme de formation en anglais. Ce qui va m'intéresser, c'est notamment pourquoi est-ce que tu as souhaité te lancer précisément sur cette thématique-là. Et un petit peu, si tu peux nous donner des éléments en termes d'ordre de grandeur, ce que ça représente comme volume d'apprenants, où vous en êtes un petit peu aujourd'hui. Ouais. Bah, à l'origine, moi je viens d'un parcours éducatif qui est tourné sur la pédagogie et l'enseignement, puisque j'ai passé une agrégation d'économie et j'étais attiré par la question de l'enseignement des langues à titre personnel et aussi parce que je trouvais qu'en France, c'était un peu, enfin, on n'avait pas peut-être pas le meilleur modèle d'enseignement linguistique, donc un peu naturellement, je me suis penché sur la question de la pédagogie des langues. Et j'ai eu ce sentiment à l'époque qu'il y avait des choses à faire hein, avec le développement de l'économie numérique, à l'époque c'était le développement de l'économie collaborative aussi. Je me suis lancé un petit peu tête baissée avec la fougue qu'on peut avoir dans les 20 ans dans ce projet entrepreneurial. Ça a mis vraiment quelques années avant que je fasse mon premier euro de chiffre d'affaires, donc c'était une aventure qui a commencé un peu de manière difficile. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui fonctionne bien. On a à peu près, on a à peu près là sur la dernière année 2000 apprenants sur une année. Ok, Voilà. super, génial. Félicitations. Aujourd'hui, les formations en anglais, ça doit être dans le top 10 des formations qui sont les plus suivies en France, Ouais. par exemple sur le CPF. Tu es sur une thématique qui est très concurrentielle. Ce qui va m'intéresser, c'est aujourd'hui comment est-ce que vous tirez un peu votre épingle du jeu avec Anglify, notamment sur des éléments autour de la différenciation. Qu'est-ce qui fait que lorsque je viens suivre une formation chez Anglify, je vais avoir une expérience qui est différente de chez un autre organisme de formation, et ce qui fait que les gens viennent chez toi, j'imagine? Ouais, bien sûr. Effectivement, nous, on est sur un marché hyper concurrentiel et qui est aussi un vieux marché, hein, le marché de l'enseignement des langues. Déjà, il y a très longtemps, il y avait les cours par téléphone qu'ont pu connaître nos parents sur ce marché, qui a eu beaucoup évolué du coup au cours des années 2010 et maintenant 2020 avec je dirais les habitudes des gens qui sont tournés plus sur le en ligne. Donc nous, en plus d'être 100% spécialisés sur l'enseignement à distance et en ligne à travers les outils numériques, notre différenciation, c'est à travers notre approche pédagogique consiste à établir un fait principal qui est que c'est l'investissement de nos stagiaires, des apprenants, qui va être le principal déterminant de leur progression. Et donc, pour avoir des gens investis, il faut que l'apprentissage soit stimulant. Et c'est un petit peu, si on devait synthétiser notre expérience scolaire, en général, c'est un petit peu ça qui manque dans notre première expérience d'apprentissage linguistique, c'est que c'est assez peu stimulant. Et donc nous, on essaye pour chaque stagiaire, pour chaque apprenant, d'avoir une approche individualisée au maximum et de comprendre les ressorts je dirais, psychologiques, cognitifs des gens pour arriver à maintenir leur motivation qu'ils ont quand ils viennent nous voir à un niveau élevé pour que sur un projet qui va durer parfois un an, parce qu'apprendre une langue, ça se fait quand même, c'est un projet qui s'ancre dans le temps, maintenir leur investissement, maintenir leur motivation élevée en stimulant, en les éveillant, en les ouvrant à ces perspectives, à la perspective d'apprendre une nouvelle langue et aussi d'apprendre une nouvelle culture, parce que la langue vient aussi avec tout son bagage culturel et relationnel. Ouais. Ok, ok, très clair. Concrètement, demain, si je m'inscris pour suivre une formation chez Anglify, ça va être quoi mon expérience? C'est quoi un petit peu les grandes étapes du parcours de formation? Ouais, bah, c'est une super question. Donc, il va y avoir il va devoir y avoir un positionnement de tes objectifs avec l'anglais, où tu en es en fait par rapport
à cette langue, et on va essayer d'avoir une approche vraiment 360 ou holistique de toi aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec l'anglais, où t'en es et où est-ce que tu veux aller et pourquoi, et quels sont les moyens que tu as à ta disposition aussi pour y arriver. C'est pas pareil, hein, quelqu'un qui est sans emploi ou quelqu'un qui travaille 50 heures par semaine. On n'a pas les mêmes challenges au niveau concret, hein, au niveau pédagogique. Euh, et donc à partir de ce premier diagnostic, nous, on va sélectionner parmi notre panel de formateurs qui sont formés à notre pédagogie, deux profils qui nous semblent appropriés pour toi. Et on va te les soumettre et on va te laisser le choix. Tu vas voir les descriptions, tu vas comprendre qui ils sont. On va te laisser le choix de choisir la personne qui te plaît le plus. Et ensuite, on va organiser une entrée en formation. Donc, avant de commencer ton parcours pédagogique, tu vas passer un test de niveau indépendant qui va te donner une idée concrète de ton niveau. Je dis indépendant parce que pour nous, c'est important d'avoir une mesure non biaisée du niveau de départ et du niveau d'arrivée des gens. Et on va aussi te faire passer c'est un test de personnalité d'apprenant. C'est un test qui a été développé par un chercheur français en sciences cognitives qui s'appelle Raphaël Grasset, et donc qu'on fait passer à tous nos stagiaires pour comprendre quels sont leurs points forts et points faibles, entre guillemets, d'un point de vue métacognitif, d'un point de vue aussi organisationnel, enfin tout ce qui est hors linguistique, parce que c'est des thématiques qui vont nous intéresser ensuite dans la construction du parcours de formation et dans la méthode qu'on va utiliser pour te faire progresser. Donc ça, c'est pour la partie début de formation. Et ensuite, tu vas commencer une première rencontre avec ton formateur qui va refaire un diagnostic, hein, où ça va être là l'étape de la rencontre. Et ensuite, on va avancer dans la formation comme ça, semaine après semaine, où tu vas avoir en général 1 heure de cours avec ton formateur en particulier. Et à côté, l'objectif, c'est que tu sois naturellement investi et que naturellement, tu t'étudies l'anglais, en fait, à raison d'au moins 2-3 heures par semaine. Parce que il est clair et net que 1 heure de cours de langue par semaine, ça ne te permet pas de progresser. Par contre, derrière, si pour chaque heure de cours, tu arrives à naturellement étudier 2-3 heures par semaine, là, on a des progrès qui sont vraiment super. Et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Voilà. Alors, en plus de ça, on a plein d'autres éléments dans notre dispositif de formation, qui va avoir pour objectif de te stimuler, hein. Il y a des cours collectifs aussi thématiques, avec des thématiques ludiques et diversifiées. On a aussi, par exemple, des partenariats avec ça c'est vraiment unique sur notre secteur. On a des partenariats avec des universités américaines, où on est en contact avec des professeurs de français aux États-Unis. Et pendant le semestre universitaire américain, on crée des binômes entre certains de nos apprenants et des étudiants universitaires américains qui apprennent le français sur WhatsApp, pour créer des binômes de conversation, où on va avoir derrière en plus un pédagogue qui va pousser les conversations, qui va pousser à ce que toi t'échanges et que tu utilises l'anglais dans un contexte qui est en dehors du cadre pédagogique pur, tu vois, du cocon du prof ou de la classe, pour que déjà tu puisses t'exercer en situation réelle, entre guillemets, ce qui est un point hyper important Mmh. aussi euh, pour nous dans la pédagogie. Voilà, bon, il y a plein d'autres choses, mais c'est déjà des points OK. importants. OK, OK. Ouais, pour le coup, ça, c'est vraiment ultra différenciant parce que, si tu vas chez un concurrent, il va te mettre, en direct avec un prof, et basta, quoi. Ça va être un petit peu, je pense, ce qui va se passer sur le marché, et l'idée que Ouais. vous puissiez, matcher comme ça avec des étudiants étrangers, ça va, je pense, vraiment permettre d'avoir, des éléments différenciants qui vont permettre, aux gens de s'orienter chez vous s'ils veulent vraiment, devenir, autonome en anglais, voire on va discuter un peu peut-être des objectifs pédagogiques des apprenants, mais pouvoir vraiment avoir de l'impact Mhm. dans leur montée en compétences, quoi. Ouais, complètement, complètement. Si on parle un petit peu de vos clients aujourd'hui, c'est qui vos clients? Est-ce que c'est des individus, des entreprises? Est-ce que c'est hybride? C'est quoi aujourd'hui la clientèle de Anglify? Alors, on a aujourd'hui principalement des clients particuliers, je dirais à 90%, parce qu'on est principalement, on existe parce que en fait, on œuvre sur le marché du compte personnel de formation, et à ce titre-là, on est, euh, euh, on est une sorte d'opérateur, hein, de ces fonds publics, pour qu'ils soient bien, bien utilisés, pour qu'il y ait un retour sur investissement pédagogique des fonds publics qui sont matérialisés par le CPF. Donc c'est principalement ça aujourd'hui,
notre clientèle, des gens qui vont utiliser ces dispositifs-là ou d'autres dispositifs ou financés personnellement, hein. Il y en a aussi, aussi de nombreuses personnes qui passent par des financements personnels. Et ensuite, on a à peu près 10% de clients qui viennent d'entreprises partenaires qui ont besoin de faire monter en compétences leurs collaborateurs. OK, OK, très clair. Donc ce sont des individus qui souhaitent monter en compétences. Quels sont leurs objectifs pédagogiques? Si on prend un petit peu les ressorts en termes de motivation, est-ce Mmh. que c'est pour un usage professionnel, personnel? Est-ce qu'il y a des projets perso? Qu'est-ce qui fait que les gens, viennent se former à l'anglais chez Anglify? Ouais. Bah, c'est principalement des projets professionnels, hein. Les gens, se lancer dans l'apprentissage d'une langue à l'âge adulte, c'est un challenge, hein, faut se le dire. Et donc souvent, c'est motivé par un vrai projet de vie, professionnel derrière, qui peut être, une montée en compétences ou, prévue ou subie parfois, hein, des gens. Et là, c'est vraiment très, très diversifié, hein, parce qu'en fait, l'anglais, c'est une compétence transverse et on peut la retrouver un petit peu partout. Alors, il y a des secteurs où c'est vraiment, on y pense tout de suite, hein. Le secteur aérien, il y a beaucoup de besoins autour de l'anglais. Le secteur du tourisme aussi, il y a beaucoup de besoins de l'anglais, mais bon, il y a vraiment de nombreux cas d'usage, quoi. OK, OK, très clair. Et est-ce que tu as des exemples de transformations qu'il y a eu chez des apprenants? Je sais pas si tu as des exemples en tête de ce qu'ils ont pu, mettre en pratique ou quelle a pu être leur transformation, une fois qu'ils ont suivi, un parcours de formation chez Anglify, un peu des success stories que vous ayez eu, par exemple? Ouais, ouais, bah, on en a plein, hein. On est en train de faire un travail d'ailleurs de collecte là de ces success stories. Ben, t'as des gens parfois qui sont sans emploi, qui sont à la recherche d'un emploi, qui ont les compétences pour le job, mais souvent c'est l'anglais qui bloque. Et à l'issue de la formation, voilà, en fait, ils rentrent en formation avec l'objectif d'acquérir cette compétence pour retrouver un emploi. Et nous, dans le cadre de la formation, on les prépare aussi du coup à réussir des entretiens professionnels en anglais dans le cadre de leur recherche d'emploi. Et on a plein d'exemples où Mmh. bah, ça aboutit, quoi. Donc c'est super gratifiant quand ça se passe comme ça. Euh, OK. on a des histoires, par exemple, de commerciaux, hein, qui sont lancés sur des marchés à l'internationaux, et donc dont on accompagne dans leur montée en compétences, dans le travail de leur pitch, dans le travail du relationnel autour de déjeuner. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Des personnes qui sont sur des postes de direction aussi, dans des entreprises où, par OK. exemple, il va y avoir une internationalisation, ça peut être du capital ou des filiales ou une volonté de s'étendre. Et donc des personnes un peu clés en France qui sont positionnées sur l'étranger et dont on accompagne très spécifiquement et pour qui ça se passe parfaitement. Ouais. OK, OK, super. Tu mentionnais le fait qu'il y a eu, quelques années avant que vous fassiez les premiers euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, entre le Anglify il y a 5 ans et le Anglify d'aujourd'hui? C'est quoi un petit peu la différence si on prend, par exemple, sur l'offre? Qu'est-ce qu'il y a eu Mhm. de transformationnel? Qu'est-ce qui a changé? On pourra parler Ouais. des d'autres éléments évidemment, mais est-ce qu'il y a des éléments très particuliers que toi tu as craqués ou qui te semblent pertinents de mentionner? Ouais. Bah, alors c'est une bonne question. Il y a eu deux phases un peu dans l'entreprise. Donc il y a 10 ans, quand j'ai lancé le projet, c'était un projet euh, qui visait à créer une plateforme collaborative d'apprentissage des langues, parce qu'à l'époque existait déjà Babel et et Duolingo, des solutions comme ça d'apprentissage, mais je trouvais que ça manquait cruellement d'oralité et d'interaction. Et donc le projet, c'était de créer une plateforme de mise en relation, d'échange linguistique, hein. Donc en fait, je veux apprendre l'anglais, je vais rencontrer un Américain potentiellement qui va apprendre le français. Et en visioconférence, on va développer une relation, un peu comme on avait à l'école. Je sais pas si tu avais eu, toi, des correspondants qui t'envoyaient des lettres, mais version moderne. Euh, Mmh mh. C'était très difficile de créer un usage euh, et de pas virer dans un truc type réseau social. Euh, et donc, petit à petit, moi, en appelant les utilisateurs de la plateforme à l'époque, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils avaient un problème un peu en amont de celui que j'identifiais, qui était que déjà, quand ils se lançaient dans l'apprentissage d'une langue, bah, ils étaient démunis, quoi. Ils savaient pas par quel bout prendre ce projet. Et donc, un peu naturellement, bah, j'ai commencé à les coacher, quoi, à les orienter sur ce qu'ils devaient mettre en place pédagogiquement dans leur vie, dans leur apprentissage, pour qu'ils aient des résultats.
parce que j'avais acquis une connaissance quand même assez approfondie de la question. Et je voyais que les gens répondaient super bien au fait juste j'enseignais pas l'anglais, mais je les guidais dans leur apprentissage. Et je dirais que ça, c'est l'ADN de départ, du coup, de la méthode Anglify. Et puis, petit à petit, ça s'est étendu. Du coup, j'ai recruté plutôt là, des enseignants à qui moi, je transmets cette partie-là, qui est au-delà de faire un bon cours, euh, mobiliser les gens dans leur parcours. Tu vois, moi, c'était vraiment ça que je faisais quand j'ai vraiment Ok. commencé au début. Et donc ensuite, quand ça a pivoté, effectivement, donc là, j'ai réalisé qu'il y avait un marché qui était celui de la formation professionnelle et que c'était beaucoup plus. Il y avait un modèle économique qui était disponible entre guillemets, plutôt que de créer un truc from scratch qui n'existe pas. C'était très difficile, ouais. Ouais, ouais, c'est plus dur, ouais. On parlait des difficultés auxquelles étaient confrontés les apprenants. Aujourd'hui, tu penses que c'est quoi un peu genre le top 3 des difficultés lorsqu'on veut apprendre une langue? Alors, l'anglais, peut-être Mm. spécifiquement. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent des applications comme Duolingo ou autres, et qui pensent que ça va suffire pour apprendre une langue. Je pense que le résultat est que c'est pas suffisant, sinon on serait tous un peu bilingues après avoir passé du temps sur Duolingo. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme principaux écueils et difficultés que peuvent rencontrer les apprenants aujourd'hui? Bah, t'as raison, le premier, donc bon, on peut faire une vraie liste à l'après-vert, hein, mais si j'essaye de synthétiser, effectivement, il y a énormément de solutions en ligne aujourd'hui. Donc, quand tu te lances dans le projet d'apprendre une langue et que tu pars sur Internet, euh, tu vas te faire bombarder de méthodes, de promesses, d'applications. Et donc, c'est très compliqué d'avoir une vision claire de, OK, comment je concrétise ce projet qui est vaste, tu vois. Et le problème des applications, souvent, c'est que ben, c'est plus l'enjeu, c'est plus de te faire passer du bon temps que de vraiment t'enseigner quelque chose. Parce qu'on est sur des questions où les développeurs cherchent à avoir de la rétention utilisateur. Donc l'enjeu, c'est plus que tu reviennes plutôt que tu apprennes. Et donc parfois, c'est une distraction. Alors certes, tu apprends des choses, hein, mais c'est plus une distraction et parfois, c'est pas forcément approprié aux besoins pédagogiques de la personne. Et puis globalement, moi j'ai l'habitude de dire qu'on n'apprend pas une langue avec son pouce, quoi. Donc c'est pas en cliquant sur des photos, indéfiniment sur des photos de chats, de chiens et d'objets que tu vas arriver à avoir tenir une conversation dans la vie réelle. Ça peut être bien à un moment donné pour certains points, Hmm, mais il va falloir modifier, tu vois, la modalité pédagogique, parce que c'est une question de modalité pédagogique en fait. ok. Donc en fait, derrière, il y a un peu une méconnaissance de concrètement comment est-ce qu'on acquiert une langue étrangère, quoi. Euh, et par quel bout Ok. doit prendre ce projet, tu vois. Et donc ça, je dirais que c'est le premier point. Comment est-ce que je concrétise ce projet Mhm. vaste? Comment je transforme ma motivation en action concrète, efficace, organisée, motivante, tu vois. C'est un peu ça, c'est le premier point. Et je dirais que deuxième point, après, il y a un enjeu psychologique autour de l'apprentissage des langues. C'est quelque chose quand même de difficile, quoi. Souvent, on a eu en France une expérience un peu négative, donc il y a cette honte de parler, la peur du jugement. Donc tout ça, ça peut être des freins aussi chez beaucoup de gens. Et puis, il y a un enjeu Mhm. organisationnel, quoi. C'est que ça demande quand même un certain investissement. Donc, il faut arriver à Ok. s'organiser et à être assez carré pour, pour rendre concret, quoi, le projet. Voilà. Ok, très Quelques clair. éléments, ouais. Alors, on a parlé on a parlé de ce qui fonctionnait pas, ou plutôt des écueils. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui marche demain si moi je veux apprendre l'anglais? C'est quoi aujourd'hui la secret sauce Anglify? Et c'est quoi qui marche pour apprendre une langue? Tu es expert du sujet. Je Ouais. pense que tu as un bon background aussi en termes de pédagogie. Donc ça m'intéresse de comprendre un petit peu ce qui fait que un projet de monter en compétence en langue Mhm. avec un objectif par exemple professionnel fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est quoi un petit peu les éléments d'après toi? Ouais. Bah, déjà, moi, je recommande, c'est clair qu'avoir le soutien d'un enseignant, d'un professeur, c'est quand même un élément qui est vraiment important et qui est vraiment facilitateur parce que t'es pas tout seul face à ton projet. Tu as quelqu'un qui va t'accompagner dans ce cursus. Et c'est encore mieux si l'enseignant, il considère son job et son rôle pas uniquement de faire cours, mais aussi, en fait, plutôt comme un partenaire, de t'aider comme je te disais, hein, à atteindre ton objectif et donc à te donner aussi, en dehors des cours, les éléments qui vont faire que tu vas apprendre et que tu vas être investi. Donc, je dirais que c'est quand même une très bonne pratique de prendre un enseignant. Tout seul, c'est vraiment difficile. Euh, et après, je dirais qu'il faut s'éclater, quoi. C'est-à-dire,
j'ai du mal à voir des progrès chez des gens qui développent pas un certain amour de la matière, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein? OK, ouais, tout à fait. Quand tu arrives à développer une espèce d'affinité ou d'amour de la chose, c'est plus simple, quoi, tout de suite, hein. Tandis que si chaque fois que tu y vas, c'est pénible, tu rejettes inconsciemment ou consciemment le Mmh. truc, tu vas moins. Donc en fait, c'est la première question, c'est comment je peux aimer cette aventure, quoi. Comment je peux aimer toutes ces heures que je vais allouer à l'étude de l'anglais. Et tu peux te poser des questions, et là déjà les gens peuvent, peut-être que ça fait déjà naître en toi des idées, quoi. Si demain je veux apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien ou je sais pas quelle langue, comment je peux me rendre le truc plaisant, quoi. Mmh. Et tes propres idées vont être intéressantes, quoi. Tu vois, parce que c'est ça le premier élément, c'est la flamme qui brûle en toi, quoi. C'est vraiment ça. OK. Euh, Derrière, il y a 1000 méthodes, il y a 1000 choses, tu vois. On peut en parler pendant des heures, hein. OK, OK, très clair. Donc se faire accompagner, par, des professionnels, premier point, pour monter en compétences et deuxième point, faire en sorte d'y trouver un intérêt et tu parles de la flamme, Hmm. bien comprendre, quels sont aussi les ressorts de sa propre montée en compétences pour rendre ça engageant, pourquoi pas fun, Hmm. et pouvoir, le faire dans la durée parce que comme tu le mentionnais, apprendre une nouvelle langue, ça prend pas quelques semaines, c'est plutôt en années, pour pouvoir être, bien opérationnel et pouvoir tenir l'effort dans la durée. Sinon, ça va être un peu pis-aller, quoi. Ça va pas trop marcher. C'est ça le sujet. Exactement, ouais, exactement. Ok. Si on parle de vos intervenants, des formateurs, qui sont les Hmm. formateurs aujourd'hui chez Anglify? C'est quoi leur profil? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique chez eux? Ouais, bah donc nous on travaille avec des formateurs qui sont tous diplômés d'un diplôme de l'enseignement d'anglais. En général, c'est le CELTA, donc c'est une Mhm. formation et un diplôme délivré par une institution qui s'appelle Cambridge, qui est pour nous la référence en Ok. matière sérieux sur la question de la formation de formateurs en langue. Et à côté de ça, on essaye de trouver des personnes qui ont la même vision du job que nous, c'est-à-dire que l'objectif c'est de stimuler les gens dans leur projet parce que c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Et on n'est pas, on n'est pas juste là pour faire des cours, quoi. On est là pour accompagner des gens Hmm. dans leur transformation. Tout à l'heure, tu as utilisé ce mot et moi je l'apprécie beaucoup. C'est une transformation que d'apprendre une nouvelle langue, et donc il s'agit d'être capable de réaliser ces transformations. Donc tu as besoin de gens qui soient sociaux, qui aiment profondément, qui sont passionnés, hein, ça c'est clair, on cherche des gens passionnés, qui ont prouvé leur capacité en tant que pédagogue, et qui sont stimulés aussi à l'idée de, voilà, d'avoir des gens très différents et challengés par l'idée d'arriver à trouver les solutions pour chaque personne, quoi. Ok. Ok, donc il y a vraiment cette notion de personnalisation de l'apprentissage au travers des intervenants, de tes formateurs, qui est Mhm. importante, si je comprends bien. Ouais, complètement. Ok, ok, Bon, très bien. nous, c'est pas un workbook que tu vois, tout le monde va suivre, quoi, hein. Chaque formation qui est dispensée est unique et différente des autres, quoi. Ok. Ouais, cette notion d'unique, de différenciant, c'est des choses qui sont ultra importantes dans la formation et que moi, je discute beaucoup aussi avec les organismes de formation que j'accompagne. C'est comment est-ce que tu peux avoir une solution qui est unique et différenciante pour que lorsque ton prospect il échange avec toi, il comprenne comment est-ce que ça va vraiment l'aider Mhm. spécifiquement dans son cas. Donc toi, tu as quelque chose qui a été pensé spécifiquement pour tes apprenants et tu le disais Mhm. au début, ton offre, tu l'as créée aussi en échangeant avec des apprenants et en comprenant bah, comment est-ce que tu pouvais vraiment les aider et quels Mhm. étaient les ressorts de la montée en compétences et de la transformation chez eux, quoi. Ouais, tout à fait. Alors on a pas mal parlé d'Anglify, de votre offre. J'aimerais maintenant qu'on parle du sujet de l'acquisition client. Mhm. Hem, L'idée, c'est de donner un petit peu de perspective sur à quoi ça ressemble aujourd'hui, l'acquisition, client chez Anglify. Mais j'aimerais, commencer, à te poser la question de comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients? Parce qu'on a aussi, une audience où c'est des organismes de formation qui sont en début d'activité. Alors peut-être que tes premiers clients étaient différents de tes clients aujourd'hui, mais, comment est-ce que tu les avais trouvés à l'époque? Alors, bah, les tout premiers, c'était les utilisateurs de la plateforme que j'avais développée. Hem, OK. Ça, c'était vraiment l'amorçage de base avant qu'on soit sur le secteur de la formation professionnelle où là, on vendait des prestations sous forme d'abonnement.
Et ensuite, je me souviens que nous, du coup, ce qui nous a un petit peu propulsé, c'était la période Covid où on n'a vraiment pas chômé, puisque en fait, fin 2019, il y a eu la digitalisation du parcours d'achat du CPF, c'est-à-dire que le CPF existait Mmh. déjà, mais fin 2019, il y a eu le site qui a été lancé, Mon compte formation, et donc ça a facilité, je dirais, l'adoption de ce dispositif. Alors même à outrance, hein, puisqu'il y a eu toutes ces abus, les escroqueries et tout ça. Mais Mmh. du coup, nous, on a quand même bénéficié de cette facilitation d'usage de ce dispositif à travers le numérique, qui a été couplé fin 2019, début 2020 par la crise Covid, où en fait, du coup, on s'est tous retrouvés à la maison, et en fait, du coup, la formation à distance avec ces deux phénomènes-là a pris une ampleur vraiment importante. Et donc, je dirais que l'entreprise, c'est à partir de ce moment-là où on a commencé vraiment à se développer. Et au tout début, en termes de canal d'acquisition, c'était les catalogues de formation, moi, qui nous ont pas mal réussi, qui étaient à l'époque pas OK. forcément, tout le monde n'était pas encore dessus. Par exemple, il y avait un catalogue qui s'appelait maformation.fr, Ouais. où on a été référencé, et qui avait à l'époque connu un super développement, puisque maformation.fr, c'était proche sémantiquement de mon compte formation. Donc les gens, quand ils voulaient accéder à leur compte formation, souvent ils tombaient sur ce site. Et derrière, nous, on était Mmh. bien référencés sur ce truc-là. Et donc on s'est développé comme ça au début. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ces plateformes, maformation.fr, Top Formation, 1, 2, 3 Formation, où Ouais. tu pouvais être référencé, et ils Mm. ont fait ensuite un modèle d'achat au lead, et ça existe toujours d'ailleurs, hein, maformation.fr. Ouais, ouais, nous, on est toujours Euh, dessus, nous. ok, 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 Mm. super. Euh, Ok, donc développement de la plateforme à l'époque et les premiers utilisateurs qui venaient de là. Tu as Mm. une accélération de l'activité avec l'émergence du CPF et plus précisément de la plateforme Mon compte formation d'une part, et d'autre Mm. part un phénomène de marché qui a été lié au Covid. Je me Ouais. rappelle, moi à l'époque, je dirigeais Grosse Tribe, en organisme de formation dans le marketing digital, et on avait eu aussi une très grosse accélération du Mhm. fait que les gens étaient motivés pour se former sur cette période, qu'il y avait des financements disponibles. Tu avais plein d'enveloppes dans tous les sens que tu pouvais aller utiliser. Mhm. Je pense qu'il y a une très grosse accélération. Et d'ailleurs, pour certains organismes de formation, sur les années suivantes, il y a eu un retournement. Il y a eu plein d'organismes de formation qui malheureusement ont dû se séparer de leurs effectifs. Ouais. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'acquisition client chez Onlyfy? Quels sont les canaux que vous utilisez et les stratégies? Alors aujourd'hui, c'est une bonne question. C'est beaucoup plus diversifié. Et moi, j'aime bien Ok, ce modèle-là. Donc, on a pas mal alors, on a une partie sur l'affiliation, où on a ok, des créateurs de contenu spécialisés sur les langues, qui offrent parfois des petits cours, des cours e-learning, des parcours de formation e-learning, mais qui sont pas éligibles à la formation professionnelle, et donc qui ont des audiences parfois assez importantes, qui se positionnent comme en fait, qui ont identifié Anglify comme étant un partenaire potentiel de confiance en termes de qualité, et qui orientent les gens qui sont à la recherche d'une formation d'anglais vers la nôtre. Parce qu'une des problématiques de nos clients quand ils veulent se lancer dans une formation d'anglais, c'est qu'il y a des offres dans tous les sens, c'est très difficile de comparer. Et donc là, nous, on bénéficie à la fois je dirais, de leur audience, de leur réseau, et aussi de leur notoriété. Ça, c'est un premier point. mhm. On a, depuis peu, on fait de l'influence aussi, depuis l'année dernière. Ok, super. C'est balbutiant. Je ne sais pas encore si ça va être rentable, pérenne. On est en train d'explorer ça. Ok, On n'a jamais réussi à faire marcher les Meta Ads. Et en revanche, là, on a aussi ok, les Google Ads qui tournent et qui sont efficaces. On a réussi à bien paramétrer les choses. Mais à côté, il y a un peu de tout. Il y ok. a du SEO. Il y a aussi maintenant l'IA qui, là, on le voit, commence à faire pas mal d'apports d'affaires aussi. Euh, voilà, Ok. en quelques mots. Alors ça m'intéresse, ça, l'IA, c'est vrai que c'est un mot qui est sur toutes les lèvres. Quand tu parles d'IA, tu parles d'intelligence artificielle qui vous recommande. Vous avez fait un Ouais. travail pour pouvoir être référencé, comme on faisait du référencement sur Google, directement dans les intelligences artificielles, pour que quand on pose la question quelles sont les meilleures formations en anglais, il y ait Anglify qui ressorte. Ben, on n'a pas fait de travail particulier, mais on a de la chance
qu'apparemment, enfin, je sais pas, on a pas mal de gens qui nous découvrent par ce biais-là aussi. Donc je sais pas vraiment comment on fonctionne. Je pense que Ok, c'est encore un peu opaque, la question du référencement sur les, on appelle ça le GEO, je crois, sur les ouais. moteurs IA. Euh, mais ouais, non, pour le moment, bon, on observe, on essaye d'être présent et mais c'est pas encore très clair sur comment ça fonctionne. Ok. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à d'autres organismes de formation, plutôt que de faire le choix d'être un peu genre mono-levier où tu es ultra fort en ads sur Meta par exemple et où tu as un petit peu d'organique, toi tu as plutôt une stratégie où tu as plusieurs streams qui vont te générer tes prospects. Tu parlais de l'affiliation, tu as parlé de l'influence, tu as parlé aussi du paid, notamment sur Google, que tu Ouais. fais, de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu l'expliques cette stratégie? Est-ce qu'avant vous vous êtes dit on va à fond sur Meta et au final ça n'a pas marché et du coup vous avez fait ça? Mm. Ou est-ce que c'est un choix délibéré? Ou est-ce que en fait ça s'est fait comme ça naturellement? Parce que c'est assez intéressant, je trouve. C'est pas commun comme stratégie, me semble-t-il. Bah non, alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai assez vite voulu essayer de trouver, avoir une diversification dans notre acquisition parce que, et je pense que j'ai eu raison parce que j'ai pressenti que les catalogues, en fait, c'était bien, mais ça nous exposait. On avait une dépendance hyper forte, tu vois, quand t'as qu'un seul canal, t'es dépendant de ce canal. Et aujourd'hui, les choses peuvent bouger très vite, quoi. Donc, Mhm. assez vite, j'ai voulu me diversifier, et puis il y a eu des opportunités qui sont présentées au niveau de l'affiliation. Et heureusement que ça a eu lieu parce qu'à un moment donné, les catalogues sont complètement effondrés et rapportaient plus rien du tout, Ok. quoi. Euh, donc je dirais que si j'avais pas eu cette approche, bah, ça aurait été, peut-être l'histoire aurait été différente. Et Mhm. donc, on a toujours eu cette volonté de diversifier un petit peu les canaux, de voir là où il y avait des opportunités. Et aujourd'hui qu'on est un peu plus mature, je pense que c'est vraiment clé aussi parce qu'au-delà de, je dirais, l'acquisition tactique de prospects et les présences tactiques, moi j'ai vraiment la volonté de développer une image de marque, parce que c'est ça, euh, à terme qui va asseoir, je dirais, la pérennité aussi de l'entreprise. Et pour ça, il faut Ouais, tout à diversifier un fait. petit peu les canaux et travailler aussi sur d'autres questions, juste que l'acquisition pure et dure, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et je me suis toujours fait la réflexion depuis que vous avez fait ce rebranding et que vous avez un magnifique site web. Je me suis toujours dit que c'était ultra important et je le mettais souvent en exemple quand je présentais des marques dans la formation qui étaient, je trouve, bien réussies. J'ai toujours mis Anglify. Je trouve que Ah, vous c'est avez un cool. site web qui est hyper quali, qui est très clair, des belles couleurs. Et ça fait vraiment la différence. Et sur cette notion de branding, d'image de marque, je pense que ça influence fortement aussi les premières impressions. Au-delà du fait que vous avez de la profondeur sur votre pédagogie, la forme fait vraiment remonter le fond et je trouve que c'est Mhm. hyper important. Et ça va vraiment permettre sur le long terme d'avoir des actifs qui sont finalement quasiment à terme une barrière à l'entrée, d'avoir une marque forte. Mhm. Aujourd'hui, tu vois, genre avec l'intelligence artificielle, le contenu, ça va devenir une commodité. On va pouvoir très facilement créer des longs contenus. On va pouvoir créer des articles LinkedIn, des blog posts, etc. Je pense qu'il y a vraiment cette notion d'offre et de différenciation qui va être ultra important, mais aussi de bien comprendre quelles sont les barrières à l'entrée. Et c'est vrai qu'une marque forte, je pense que ça va être à terme un élément qui va vraiment permettre de se différencier et de rester dans la durée, plutôt que de faire des coûts d'acquisition où tu fais de l'acquisition à fond et en fait les gens qui se forment chez toi ou chez d'autres personnes, c'est la même chose. Mhm. Cette notion de marque, elle est ultra importante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail que vous avez fait sur la marque? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Quelles ont été un petit peu les étapes? Comment vous avez fait pour avoir une marque qui est celle qu'elle est aujourd'hui? Ouais, ouais, donc là, je me suis fait accompagner, donc c'est une bonne question. Donc, on a fait un rebranding et un changement de nom. Je sais plus si c'était il y a 1 an ou 2 ans maintenant, euh, et qui était le résultat d'un travail de longue haleine, hein. Pour moi, c'est la première fois que je faisais cet exercice-là, hein, et ça a été assez, ouais, c'est assez exigeant comme boulot. Mais oui, je me suis fait accompagner par, Hmm. par deux planeuses stratégiques, Ok. qui ont traduit en quelque sorte,
Ce que je te partage quand je te parle de pédagogie, parce que moi, je suis pas un communicant, j'avais une vision un peu technique, pédagogique, enfin plutôt de, tu vois, d'expert des choses. Et elles m'ont aidé à Mmh. traduire ça en marque, quoi, en positionnement, tu vois, en promesse, en message communicant. Et, et que j'adore parce qu'en fait, on se renvoie la balle parce que ça fait complètement sens par rapport. J'ai réussi à traduire de manière simple, en quelque sorte, ce que j'avais mis en place en termes d'offres et de propositions de valeur. Donc ouais, je me suis accompagné, ouais. Je me suis accompagné. J'ai fait OK. intervenir aussi un spécialiste en branding, en naming. On a fait, enfin, il y a pas mal de gens qui sont intervenus. Ouais. OK, intéressant. Ah, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Moi, je sais qu'on l'avait fait, chez Learn Assembly, une société dans laquelle je travaillais dans le, Mm. conseil en pédagogie, organisme de formation et moi, je suis plutôt un marketeur, web marketeur et au début, le branding, j'étais un peu genre: «Ouais, OK, est-ce que c'est Mm. vraiment important, de Mm. savoir, que ça a telle, image de marque?» et cetera. En Mm. fait, quand tu vois l'impact de belles marques bien pensées sur les chiffres et sur, la mémorisation aussi de la marque et l'impact que ça peut avoir, bah, tu comprends déjà que c'est important et aussi que c'est un travail qui est exigeant et sur lequel on n'improvise pas. Penser par exemple qu'un marketeur peut faire une image de marque parce que c'est quelqu'un qui est fort en web marketing, par exemple, bah, c'est deux disciplines qui sont totalement différentes. D'où Complètement. l'intérêt d'aller chercher des experts. Tu parlais de planeurs stratégiques, d'experts en naming, d'experts en branding, et d'aller chercher la compétence là où elle est, parce que c'est plutôt des chantiers de longue haleine où il va y avoir plein d'étapes différentes, avec peut-être des interviews clients, des interviews dirigeants, différents G sur les plateformes de marque, sur la promesse, etc. Et c'est des exercices qu'on fait. Alors peut-être qu'on les fait une fois qu'on a une structure qui est déjà bien pérenne et qui fonctionne bien, même si évidemment c'est intéressant d'avoir une belle marque dès le début, mais ça a vraiment un super impact en tout cas. C'est un super conseil. Clair. On a parlé de vos canaux d'acquisition, donc plutôt une acquisition diversifiée. Tu mets aussi l'accent sur la marque qui est ultra importante. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de la structuration. Donc tu parlais d'environ 2000 apprenants sur 2025. Qu'est-ce que ça implique en termes organisationnels, notamment sur à quoi ressemble ton équipe aujourd'hui? Je Mm. crois que tu as un fonctionnement un petit peu particulier et que tu t'es fait accompagner aussi là-dessus pour être un peu moins dans l'opérationnel, donc ça va être aussi intéressant d'en discuter. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'équipe Anglify? Ouais, donc c'est une bonne question. Donc, aujourd'hui, il y a une équipe commerciale Mhm, qui gère uniquement des leads entrants, on fait pas de prospection. Euh, il y a une petite équipe marketing qui voilà, travaille à mener des actions, chercher des opportunités, etc. Et il y a une équipe aussi opération slash pédagogie qui va gérer tout le suivi des formations, le suivi des formateurs, la satisfaction client et aussi du coup qui va travailler avec qui je travaille pour lancer de nouvelles fonctionnalités, lancer de nouveaux services au sein même de la formation. Parce que la formation, notre formation, c'est quelque chose, c'est un objet qui est mouvant, quoi, qu'on fait tout le temps évoluer. On rajoute des briques, on améliore. Donc voilà, ça, t'as ces trois pôles-là. Ok, donc un pôle sales, un pôle market et un pôle Mm. ops. Mm. Et au sein de ces différents pôles, tu as des personnes qui sont responsables, tu as mis des head-off. Comment ça marche un peu en termes de structuration, d'organigramme, si j'ose dire? Ouais. Bah alors il y a ça a pas mal bougé là sur les 12-24 derniers mois. Ok. Euh, L'année dernière, j'ai fonctionné sans responsable et ça a bien marché grâce à des bonnes opérations, euh, une bonne structuration. Mais donc là aujourd'hui, il y a un responsable marketing. Je viens de recruter une responsable commerciale qui va gérer l'équipe sales. Ok. Et il y a une responsable aussi formation, pédagogie, opération. Ok. Ok, très clair. Et ça, c'est des profils que tu as en full-time, en CDI, c'est des profils en freelance. Ouais, Comment ça marche un peu ouais, ça là-dessus c'est sur les. l'équipe? Non, ça c'est full time, ouais. Ça c'est des CDI. Ok, C'est des CDI et après les ok, très formateurs, clair. on travaille nous sur notre marché, ça marche beaucoup avec. Il y a beaucoup de la plupart des enseignants, c'est des enseignants plutôt qui sont en prestataire de service, quoi, en freelance. Donc là, Ok. on a une communauté de à peu près 90 formateurs qu'on a formés à notre méthode et à notre fonctionnement. Donc des formateurs Anglify Mhm. qui travaillent avec nous au quotidien pour délivrer les prestations Ok, de formation. ok, très clair. Et sur la partie sales, tu travailles avec des freelances principalement, au-delà de la partie head-off Non, les sales, c'est tout, ils sont tous salariés. Ok, tous salariés.
Ouais. OK, super intéressant. Tu as fait évoluer le modèle, non? Parce qu'à une époque, tu bossais un peu avec des free ou c'était peut-être du renfort, parfois? Ouais, on avait eu du renfort, mais c'était un peu à double tranchant. J'ai pas réussi à créer un système stable, et finalement, c'est mieux d'internaliser. Euh, pour nous, c'est mieux d'internaliser à 100% la partie commerciale. OK. C'était mieux, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, c'est assez sexy, sur le papier de se dire: «On a des freelances, ils sont payés à la com». Le problème, c'est que c'est des mercenaires, quoi. Il y a un moment, ils vont aller chercher, ceux qui les payent Bah le ouais. mieux. Ça permet pas forcément d'avoir de la stabilité. Le jour où tu perds un ou 2 freelance, bah, tu as plus d'équipe commerciale et l'avantage avec des gens en CDI, contractualisés, tout du moins, c'est que tu construis sur le long terme, tu vas peut-être avoir Mm. plus d'engagement et l'idée, c'est vraiment d'avoir une structure qui peut permettre de franchir différents paliers de croissance, alors qu'avec Ouais. des freelances, on a tendance à penser que c'est plug and play. C'est pas vraiment le cas. C'est assez complexe de manager une équipe de freelance. C'est d'autres compétences et ça peut être en tout cas pas simple à gérer, quoi. Non, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. En tout cas, ce modèle aujourd'hui fonctionne bien. Et puis même avec nous, notre réglementation, tu vois, qui quand même qui est assez lourde et qui l'est de plus en plus, ça fait sens d'avoir des gens, tu vois, qui sont responsables et qui sont sous ta subordination sur la partie commerciale parce qu'on a un cahier des charges non respecté qui est quand même assez important dans le monde de la formation professionnelle. Sur les financements publics, tu veux dire, par rapport au CPF et à Calliope, Bah, pas même faire en sorte que ce soit n'importe quoi. même au-delà de ça, en tant qu'à partir du moment où on délivre des prestations de formation professionnelle, on est dans le champ de la formation professionnelle et il y a des devoirs d'information, on a plein de devoirs. Et du coup, les Mhm. commerciaux ou conseillers pédagogiques, selon comment on décide de les appeler, bah, ils ont un vrai rôle d'information et Mhm. ils ont leur métier et ils doivent évoluer, enfin leur fonction évolue dans un cadre législatif qui est clair et dont il est Bien essentiel de sûr, respecter. Mm. tout à fait. OK, très Mm. clair sur ton équipe. Hem, J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu des outils que vous utilisez au quotidien. Je Mhm. parle d'outils, logiciels ou méthodologies. C'est quoi aujourd'hui les différents outils qui vous permettent de faire tourner, Anglify? Ouais, alors c'est une bonne question. Au niveau commercial, donc on est sur HubSpot comme CRM, auquel on a plugué Ringover. OK. En termes de... Après, nous, on est sur la suite Google Workspace, donc on est sur Google Meet et tout ça. On a Notion aussi comme espace de travail interne et qu'on utilise aussi comme... alors ça aussi, c'est un peu une particularité. On utilise Notion comme LMS, quoi, comme plateforme de OK. formation, plateforme de collaboration entre nos clients et nous, quoi, et les formateurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ouais, je crois que c'est déjà pas mal. C'est tout, ouais, je Sur, dirais que c'est le cœur, quoi. Je dirais que c'est le cœur du modèle, ouais. OK. OK, donc HubSpot pour le CRM, tu utilises, Mm. Ringover, ça c'est plutôt Mm. pour les appels, Ouais. Notion pour tout ce qui est, centralisation, documentation interne, mais Mm. aussi pour la partie LMS, donc Learning Management System. Mhm. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez tu parlais de la suite Google aussi. Est-ce Mm. qu'aujourd'hui vous avez une utilisation de l'intelligence artificielle en interne, pour les différents pôles? Ça peut être des opérations, la création de contenu, pour le sales, l'analyse. Est-ce que c'est des choses que vous avez développées ou pas encore? Aujourd'hui, attends, je réfléchis. Non, il y a rien qui est processé au niveau de l'IA. OK. Non, non. OK, très clair. C'est des choses que vous allez essayer de développer? Ben ouais, oui, il y a potentiellement des choses à développer, mais c'est vrai que enfin, j'avais regardé des opportunités pour au niveau commercial, mais bon, je, je, je suis pas encore convaincu que ce soit là les principaux gains et Ouais, c'est là où il y a le plus d'impact. Déjà en termes de, je dirais, de conception des opérations, tu vois, sans mettre de l'IA, je dirais que la base, ouais, si t'as pas des opérations qui sont déjà conçues de la meilleure des manières, si tu mets de l'IA dessus, tu vois, tu accumules une espèce de dette technique et en fait, ouais, je suis d'accord. enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, faut commencer par déjà ces ops, quoi, que ça soit carré parce que Mmh tu mets mh. de l'IA, tu mets de l'IA sur des Donc trucs le pas premier carrés, élément, c'est pour vraiment moi.
Mmh. la structuration des opérations et Mmh. ensuite, tu injectes de l'IA si nécessaire, mais tu dis en gros, il faut que tes structures, tes fondations, Mmh. on peut dire ça, soient Ouais, solides, pour ouais. pouvoir, ensuite, commencer à essayer de tester des choses avec l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que pour certains, c'est un peu gadget, joujou. Ah tiens, j'ai mis de l'IA ici, j'ai mis de l'IA là. Mmh. Ça me permet de faire des transcripts, etc. Bon, ouais, c'est un peu nice to have, quoi. Ouais. Alors que si tu as des bons fondamentaux de structuration, marketing, sales de tes ops, qui peuvent te permettre de passer de 1000 à 2000, 3000, 5000 apprenants, Mmh. Mmh. et que tu as une bonne visibilité aussi sur le pilotage de ta boîte, je crois que tu avais pas mal travaillé là-dessus aussi. Ouais. Derrière, tu es en capacité de vraiment passer à l'échelle et d'aller chercher du chiffre d'affaires finalement, quoi. Ouais, complètement, complètement. Déjà bien structuré, la data, tout ça. Après, c'est vrai que Gemini, par exemple, sur la prise de notes des réunions, c'est vrai que c'est marrant, ça marche bien. Je fais des cours de portugais, Ouais. j'apprends le portugais, moi, en ce moment. Et l'autre jour, il y avait Gemini qui tournait sur mon cours de portugais en portugais. Du coup, tout le cours est en portugais. Il m'a fait une synthèse hyper claire en français. Donc, le truc a réussi à capter. C'était un cours en portugais. Il m'a fait une synthèse en français. Je pense que ça doit être paramétré comme ça, mais c'était hyper pertinent. Donc, tu as quand même des outils qui sont assez impressionnants. Et typiquement, peut-être avoir mettre de l'IA plutôt dans l'offre à travers comme soutien au parcours pédagogique, au travail des formateurs. Ça, Ok. c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'aimerais explorer un peu là, cette année. Ok, super. Alors, je crois que tu as une spécificité, c'est que tu vis à l'étranger, t'es pas mal au Brésil, et il me semble que tu bosses pas 80 heures par semaine. Donc, Mmh. ça m'intéressait un petit peu qu'on en parle de ton rapport au travail, de ce que tu avais pu changer, parce que j'imagine qu'il y a peut-être une époque où tu les as fait, ces 80 heures par semaine, de ce que tu avais pu mettre en place pour te permettre de te détacher un petit peu de la structure et où tu en étais aujourd'hui à ce sujet, parce que je trouve que c'était assez inspirant ce que tu avais pu Ouais. mettre en place, ouais. Ouais, ouais, bah, écoute, moi aujourd'hui, je vis un petit peu entre à moitié en France et j'explore un peu la vie à l'étranger, notamment au Brésil. Euh, C'était une aspiration personnelle, moi, pour mon épanouissement, voilà, de voyager, d'aller explorer d'autres choses. Et c'est vrai que euh, j'avais un rapport, moi, à ma boîte et au boulot qui m'empêchait d'envisager une liberté et un mode de vie pour lequel j'aspirais. Donc j'ai fait un travail un peu sur moi à l'aide d'une coach que j'ai rencontrée qui m'a vachement aidé, mais aussi à l'aide d'un copain qui m'a aidé à structurer les opérations pour que les choses pour être juste plus efficace dans le fonctionnement de la boîte. Et bah, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Il n'y a pas vraiment de limite dans l'amélioration, c'est ça qu'il faut se dire. Tout est gérable. T'as des entrepreneurs qui gèrent des tonnes de boîtes, tu vois. Donc en fait, euh, tous les chemins sont possibles, quoi. Il y a pas d'ambition non réalisable en matière d'entrepreneuriat, je crois. En tout cas, j'aime bien croire ça. Très clair, super. On arrive sur la fin de cet échange. Ce que j'aime bien demander, c'est si tu devais partager un seul conseil à un dirigeant d'organisme de formation qui veut accélérer sa croissance, ce serait quoi ce conseil? Est-ce que tu as, toi, un peu des leçons Ben, je dirais que la base, c'est les clients, donc la satisfaction client, s'assurer que ton service il délivre la valeur dont tu souhaites qu'il délivre. Et je dirais que le travail sur la marque, c'est quand même un truc qui est pas forcément. Quand t'es pas en entrepreneur chevronné, tu le valorises pas forcément, mais c'est un actif, surtout quand tu es un truc 100% en ligne, sur lequel, quand il est bien, tous tes investissements, que ce soit publicitaire ou autre, ça va capitaliser en fait. Donc, ouais, je dirais ces deux trucs-là. OK. OK, très clair, merci. Bah, écoute, merci, c'était ultra riche, que ce soit sur, ton parcours, sur votre offre, sur l'acquisition, sur la structuration. Si les gens, veulent te suivre ou échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Alors, ben, j'ai un LinkedIn ou par email. Mm. OK. Ton email, du coup, c'est, kevin@anglify? Anglify.com, ouais. Mm. Anglify.com. OK, C'est super. ça. Bah, écoute, merci beaucoup, c'était ultra riche en tout cas. Félicitations pour le travail, jusqu'ici et je te souhaite, plein de bonnes choses en tout cas, on est là début, 2026. Plein de bonnes choses, pour 2026, à la fois sur le plan perso et sur le plan pro. Merci Thomas, toi aussi. Bonne année. Salut!
Ciao, ciao.